Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours fidèles à nos programmes. Merci d'être là, en tout cas, pour nous accompagner chaque matin dans votre émission Bonjour d'Algérie de 8h à 9h30 la semaine et de 9h à 10h30 les week-ends avec Mahrez Rabia. Eh bien, aujourd'hui, nous allons avoir donc plusieurs invités, plusieurs thématiques comme chaque matin, bien sûr, dans Bonjour d'Algérie. Et on aura aussi la rubrique de Lilia Benasser, agenda culturel, pour vous donner les rendez-vous à ne pas rater durant ce week-end. Et surtout, nous allons parler santé avec notre première invitée. Elle représente le ministère donc, de la Santé. Elle viendra nous parler de l'envenimation scorpionique. Et oui, c'est l'été, il faut faire très attention, bien sûr, à ces scorpions qui se cacheraient probablement dans les cailloux, dans le désert, etc. Elle va nous parler donc de cette campagne. Nous aurons également aussi à recevoir le réseau Wassila. Rappelez-vous, ce réseau Wassila qui travaille pour surtout lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Aujourd'hui, une thématique sera adressée et surtout pour parler des enfants et de protection des enfants. La thématique, c'est donc les enfants victimes de violences, quelle prise en charge et quelle protection. Il y aura donc une journée d'études ce samedi 30 juin au niveau de l'INSP. Voilà, donc l'Institut national de santé publique. Donc pour nous en parler, nous aurons la présidente et la vice-présidente sur ce plateau pour nous donner tous les détails. Nous allons aussi parler d'une dictée. Ben oui, c'est une activité, pourquoi pas ludique, puisque beaucoup vont participer pour le plaisir, d'autres vont participer pour, bien sûr, évaluer leurs compétences. Eh bien, donc une dictée sera organisée au Palais de la Culture ce samedi 30. Il y aura donc plusieurs participants et surtout plusieurs catégories. Nous en saurons plus tout à l'heure avec notre invité, le directeur de la bibliothèque principale d'Alger, qui sera parmi nous pour nous donner tous ces détails. Nous allons parler aussi d'un événement qui va marquer le week-end également. C'est un battle de danse. Ça s'est passé l'année dernière, donc ça continue encore cette année. Ça sera donc le 2 juillet, un concours en tout cas de danse où il y aura donc plusieurs danseurs de tout le territoire national. Ils vont évaluer aussi leur performance et 2 seront retenus pour participer à un tournoi aussi international. Voilà, on en saura plus également tout à l'heure avec l'organisateur et la directrice de l'Académie Profil pour nous en parler. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer et rester avec nous jusqu'à 9h30 en tout cas. Tout de suite, c'est la météo présentée ce matin par Mina Rabut. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et voilà, l'été continue. Elle va nous donner justement les nouvelles du ciel. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Très bien. Chaudement en ce moment. Chaudement. Très chaudement. Exactement. C'est l'été. C'est l'été, c'est normal. On en profite et on va vous écouter. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. On aura un petit peu de brume en cette début de matinée sur les régions côtières. Un ciel plutôt dégagé à partiellement voilé tout au long de cette journée. À l'ouest, au centre, à l'est du pays. Sur les régions sahariennes, on notera quelques passages nuageux vers l'extrême sud, le sud-ouest, le Hogar et le Tassili. Et puis un ciel plutôt dégagé sur le nord Sahara, les oasis ou encore le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles sont de saison, avec sur la moitié nord 29 degrés à Alger, 30 degrés à Tizi Ouzou, on entre à 29 également à Oran, 27 à Annaba, 34 degrés à Djelfa, 36 à Al-Bayat Naama, 28 degrés à Sétif, on entre à 39 à Gardaya, 40 degrés à Hassim Saoud, 41 degrés à Béchar, 42 à Tindouf, 43 degrés à Ilizi, 44 pour l'extrême sud et enfin 46 degrés à Adrar et Salah. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on aura beaucoup de soleil. À Paris, Bordeaux, Marseille, Londres, Berne ou encore Rome, un ciel plutôt couvert, notamment à Helsinki. On notera des averses à Varsovie, Prague, Athènes, côté Mercure. On notera 28 degrés à Oslo, 19 degrés à Helsinki, 20 degrés à Varsovie, 26 à Bucarest, 24 degrés à Budapest, 23 à Berlin, 26 à Berne, 29 à Rome, 26 à Athènes et enfin 33 degrés à Bordeaux. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Voilà, vous savez tout à présent du temps d'aujourd'hui. Merci beaucoup Mina. Merci Grâce à à vous. vous. Grâce à moi.
Donc midi et 19h, bien 19h. sûr, pour d'autres bulletins météo. Pensez bien sûr à vous hydrater durant toute la journée et surtout faites attention aux insolations. Sortez avec des chapeaux et des casquettes et surtout pour les petits-enfants. Merci. Bonne journée Amina. Bonne journée. Et puis on va vous offrir une chanson pour vous laisser repartir en beauté avec une belle chanson, une belle voix, bien sûr, Wahab Jazouli qui chante Nejma. Voilà, une belle chanson pour débuter l'émission. J'espère que vous êtes bien réveillés pour nous suivre. En tout cas, le sujet qui va vous intéresser, j'espère, c'est un sujet d'information et surtout de vulgarisation avec le ministère de la Santé. Pour nous en parler, nous avons Madame Ferida Alienne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes médecin chargé du dossier envenimation. Et vous allez nous parler des piqûres et de l'envenimation scorpionique. Alors, donc tous les scorpions qui sont sur le territoire national, malheureusement, font beaucoup de dégâts et parler surtout de l'envenimation donc des individus. D'accord. D'accord. Le problème de l'envenimation scorpionique, c'est un problème de santé publique. Oui. C'est un dossier qui est connu au niveau du ministère de la Santé depuis plus de 30 ans, Oui. puisqu'il y a un dispositif de surveillance. Il y a la cartographie des wilayas à haut risque scorpionique, des wilayas qui enregistrent plus de 4000 piquets par 100 000 habitants. Il y a aussi un guide référentiel de prise en charge. Il y a un comité national des experts de lutte de l'envenimation scorpionique. Donc c'est un dossier quand même qui est bien codifié, qui est maîtrisé, qu'on connaît bien. Voilà. Donc le problème de l'envenimation scorpionique, vous avez entre
45 000 et 50 000 piqûres par an. Par an, c'est ce que vous me disiez et j'ai trouvé ça vraiment Oui. alarmant quand même avec surtout l'information et donc les campagnes que vous menez du mois de mars jusqu'à octobre, c'est ça? Oui, nous lançons la campagne de sensibilisation à partir du mois de mars parce que le scorpion, je vais juste aller dans les chiffres. L'an dernier, nous avons eu 45 000 et quelques piqûres avec, malheureusement, nous déplorons 58 cas de décès. Oui. Je peux vous dire que la décennie 2000, le nombre de piquets reste stable, il est entre 45 000 et 50 000. Ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup, ça veut dire qu'il y a un bon système de déclaration, qu'on déclare plus. Le nombre des décès a diminué, parce que la décennie 90, on était à 200, presque 200 décès. Donc là, on est moins de 100 décès. Le problème de l'envenimation scorpionique, c'est un problème d'intersectorialité. Nous considérons quand un malade arrive, quand un piqué, et un piqué grave arrive à l'hôpital, c'est un échec à la prévention. Oui. Parce qu'il faut tout un travail en amont. Donc, c'est vraiment un problème d'intersectorialité. Plusieurs secteurs sont impliqués. Le ministère de l'Intérieur, l'habitat, l'agriculture, les affaires religieuses, l'école. Bref, pourquoi c'est un problème? Parce que le scorpion existe et il existera. C'est son habitat naturel, donc Tout le à scorpion. Donc il est dans son territoire, notamment dans le sud par exemple. Mais faut pas croire que le scorpion existe que dans le sud. Très juste. Donc le scorpion, sur les 1500 espèces, 25 sont connues dangereuses. L'Algérie fait partie des pays concernés par cette problématique. C'est tout le Maghreb, et ça va jusqu'en Orient. Nous avons quand même une espèce très dangereuse, et le scorpion en question s'appelle l'Androctonus australis, que j'appelle moi-même un serial killer, puisque chaque année, il emporte malheureusement des victimes. Et, son venin est mortel, son venin, s'il n'est pas pris en charge rapidement. Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Donc, 70% des décès, ce sont des enfants. Et des enfants de moins de 15 ans, de moins de 5 ans. Le scorpion, pour nous, maintenant c'est connu, c'est bien codifié, c'est une urgence cardiovasculaire. C'est ça. En 2 heures, vous avez une atteinte cardiaque. Et chez l'enfant, c'est plus vite. C'est peut-être en 30 minutes. Ben oui, c'est normal. Donc, quand vous avez, sur les 45 000, heureusement, 95% sont sains. Vous avez, au début, c'est tous des piquets. Oui. Donc, chez nous, c'est classé en 3 stades. Le stade 1, c'est la piqûre. Le stade 2 et 3, c'est l'envenimement. Le problème qui se pose, donc, comme on sait pas, comme il évolue rapidement, nous, c'est bien codifié au niveau du guide de prise en charge. Dans les wilayas à haut risque scorpionique, au stade 1, il doit être gardé en observation 4 à 6 heures et il doit recevoir son injection de sérothérapie antiscorpionique. Oui. Le stade 2 et 3, c'est l'urgence. Il arrive aux urgences, on doit se préparer à l'hospitaliser en réanimation parce que l'évolution, des fois, elle est rapide. Donc, Et ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Bien sûr. Et on ne Si peut la pas personne prévoir. est cardiopathe déjà, si bien sûr elle a d'autres maladies à côté, Exactement. c'est encore plus grave. La vulnérabilité des personnes âgées, des personnes tarées, les enfants. Pourquoi les enfants, ça évolue vite? Parce qu'il y a déjà une immaturité cardiaque. Si en plus... Donc le problème qui se pose, nous pendant longtemps on a fait des campagnes de sensibilisation, on le fait, on continue à le faire, on forme les médecins sur la mise à niveau pour la prise en charge, parce que chaque année il y a de nouveaux médecins qui sont affectés, donc on les forme, on fait des séminaires. On a réduit le temps d'admission, parce qu'avant, le temps de consultation était long. Entre la piqûre et l'arrivée à l'hôpital, on allait chez le guérisseur. Oui, justement. Et vu les distances, donc vous perdez beaucoup de temps. Beaucoup. Alors justement, est-ce qu'il y a des gestes qu'il faut faire quand la personne a été piquée? Il faut aussi le signaler. Quand c'est des enfants, peut-être qu'ils sont pas suffisamment informés, ils savent pas, ils se disent c'est une piqûre, il m'a piqué, ils n'informent pas leurs parents.
Justement, le problème, quand c'est des enfants, le tout petit enfant ne s'exprime pas. C'est ça. C'est des pleurs incessants, c'est des cris. Et donc, dans ces régions-là, quand on fait de la communication sociale, on essaie d'expliquer à toutes les mamans, quand un enfant pleure sans cesse, il faut le prendre à l'hôpital. On a bien retrouvé des scorpions au niveau des couches de bébé. Donc, la maman ne se rend même pas compte. Et le drame aussi, c'est que vous avez des mamans qui laissent leurs enfants à même le sol, à ras du sol. Ouais. Donc le problème, la problématique est là. Et donc quand on fait de la prévention, on essaie de tabler sur ça. Il y a ça. Il y a aussi, bon, donc pourquoi j'ai dit que c'est un problème d'intersectorialité? Parce que toutes les études maintenant montrent ce qui était, par exemple, le scorpion, c'est un accident. La rencontre entre l'homme et un scorpion. Ben oui, parce que le scorpion, il pique pour se défendre. Pour se défendre. C'est pas juste comme ça pour aller chercher des victimes. Mais c'est un accident qui est devenu malheureusement très fréquent. Oui. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitation précaire. L'habitat précaire, c'est pas le scorpion qui est venu vers l'homme, c'est l'homme qui a été. On a construit sur des gîtes de scorpions, on construit mal, on laisse des gravats, on laisse les ordures, on laisse des habitations qui sont pas finies, mal finies. Donc il y a des infiltrations, des interstices où le scorpion pourrait bien sûr s'infiltrer et avoir aussi cette génération aussi qui arrive. Hein. C'est ça, toutes les études montrent que plus de 50%, ils piquent à l'intérieur des maisons. C'est ça la gravité. Et je peux vous dire que par exemple la décennie 90 au niveau du ministère de la Santé, c'était quand même 28 wilayas qui notifiaient des cas. Moi, ces dernières années, c'est 40 wilayas, 39, 40. Ça veut dire qu'il y a une extension de la problématique vers le nord. Ce n'est pas le sud, c'est les hauts plateaux et le sud, mais l'extension, elle se fait vers le nord. Alors, vous me disiez tout à l'heure, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le marché, les marchandises, bien sûr, qui circulent entre les wilayas, donc on peut emporter aussi avec nous donc, du sable du sud, par exemple, parce que les espèces sont partout, hein, sur tout le territoire national, mais bon, plus concentrées quand même dans le sud. Il y a des espèces les plus connues sont dans le sud, et vous me disiez, avec le sable de construction, quelquefois, bien malheureusement, sûr, il y a beaucoup d'espèces qui s'y cachent et qui hibernent carrément. Hein. L'espèce, disons pour nous, l'espèce dangereuse, tueuse. Malheureusement, en 2016, on a enregistré un décès à Sétif, un décès à Didiel, et c'était lors du transport de sable. Je pense que c'est une famille qui allait construire, et donc c'est des enfants qui sont décédés comme ça. On ne s'est pas rendu compte. Donc, parce que le sable est entassé comme ça, des mâts de sable, et les enfants jouent. Je ne veux pas alarmer, mais il faut être vigilant. Je veux dire, il faut vraiment être vigilant. Et la prévention, pour nous, je vous ai dit, quand un piqué par scorpion arrive, c'est un échec à la prévention, parce que c'est tous les secteurs qui doivent s'impliquer et travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. C'est l'agriculture, c'est les collectivités locales d'abord. Le goudronnage, l'électrification, dans les régions à haut risque, on peut même faire une ceinture de faïence de 1 mètre autour des habitations. Donc c'est tout ça qui doit être fait. Exactement. Alors vous parliez tout à l'heure donc d'agriculture. Les agriculteurs doivent être aussi vaccinés contre tout type, puisqu'ils manipulent des outils, manipulent la terre, et la terre aussi est vectrice aussi de nombreuses pathologies et aussi... Malheureusement pour le scorpion, il n'y a pas de vaccin. Il n'existe pas de vaccin. On a un sérum qui est fabriqué à partir du venin de scorpion. Les agriculteurs, leur problème, c'est qu'ils travaillent à main nue et pieds nus. C'est ça. Et le tétanos peut aussi les guetter. Voilà, c'est des précautions. Il faut juste faire beaucoup de communication. Et la communication, pour nous, au secteur de la santé, c'est important de faire de la communication sociale. Et pour ça, il faudrait une contribution de tout le monde, hein, des mouvements associatifs, des mosquées, des écoles, des comités de quartier. Et la presse. Et les médias. Et les médias locaux. Voilà. La presse nationale et les médias locaux. Tout le monde doit s'impliquer. C'est quand même un problème de santé publique, quand même. Et le scorpion, il tue du mois d'avril au mois d'octobre. Oui. Vous imaginez? Il y a juste 4 mois où il est tranquille. Lui, en fait, il va chercher sa nourriture. Il ne la cherche plus maintenant, puisque vous lui laissez un tas de gravats, un tas d'ordures. Il n'utilise pas son venin. Non.
Donc le venin, c'est lorsqu'il est confronté à l'homme, c'est là où il va l'utiliser. Donc Bien sûr, c'est pour se défendre. C'est un prédateur et il a besoin aussi de se prémunir contre des envahisseurs, tout comme tout individu, bien sûr. Voilà. Alors, et bien entendu, il va essayer donc de faire face à cet envahisseur qui est l'homme, par exemple. Oui. Il est sur son territoire. Il est sur son territoire. Et donc, vraiment, ça commence à être... nous, chaque année, on fait des séminaires. On forme les médecins sur la prise en charge. Les médecins et les professionnels de la santé. On intègre même le personnel des collectivités locales. On les invite. On invite pratiquement tout le monde. C'est pour faire de la communication, de la sensibilisation. Et on leur demande de faire à leur niveau des petites caravanes d'information. Il faut continuer à aller dans les zones éparses, chez les nomades. Pratiquement, on essaye de toucher tout le monde. Est-ce que justement, il y a des gestes qui peuvent sauver quand on est loin, quand on est éloigné? C'est que vous n'avez pas... Quand il pique, vous n'avez pas la trace. La première classe, c'est une douleur. La douleur, elle est là, elle est constante. C'est une petite piqûre. La piqûre, elle peut être blanche, comme elle peut être... la blanche, ça veut dire qu'il n'a pas injecté son venin. D'accord. Vous avez la classe 1 où il a injecté un venin, mais une dose minime. Et la 2 et la 3 où la dose était importante. Et à ce moment-là, c'est des cas compliqués. Malheureusement, ce qu'on peut faire, c'est d'éviter de faire certains gestes. La scarification, la pierre noire, l'essence, tous ces gestes-là, c'est à proscrire. D'accord. Un garrot? Il faut éviter. Au D'accord. contraire, parce que c'est une diffusion rapide du venin, très rapide. Il faut rester calme et il faut aller vers le centre le plus proche. Et nous, on a même autorisé dans les régions un peu éparses, éloignées, les infirmiers à injecter le sérum lorsqu'ils reçoivent le patient. C'est pour ne pas perdre de temps. Donc, c'est la première des choses à faire. Et surtout surveiller. Surtout surveiller. Bon, on doit l'évacuer rapidement, mais surtout surveiller. Mais quand on injecte déjà le sérum, on neutralise les toxines qui sont circulantes. Parce que je vous ai dit, c'est une diffusion très rapide. Pas de séquelles après avoir donc reçu son vaccin et après, bien sûr, la surveillance? Quand il y a une surveillance, bon, la classe 1, c'est des classes qui évoluent bien. Après 4-6 heures de mise en observation, s'il n'y a aucun symptôme, on les fait sortir. Le 2 et le 3, c'est une hospitalisation obligatoire. C'est un choc cardiogénique. C'est la seule insuffisance cardiaque qui est quand même assez grave ici, mais qui est réversible. Oui. C'est ça le drame. En 4-5 jours, avec une bonne prise en charge, le cœur redevient sain, redevient normal. Voilà. Et reprend sa fonctionnalité. Et reprend sa fonctionnalité normale. Très bien. C'est le seul cas où le problème cardiaque c'est parce que c'est une atteinte des 2 ventricules et qui est réversible. En 4-5 jours, il redevient normal. Avec une bonne prise en charge, un bon suivi, c'est bon. Alors justement, les cas les plus vulnérables sont donc les personnes âgées et les enfants, et notamment les nourrices, comme vous disiez tout à l'heure, parce qu'ils ne parlent pas, et donc c'est des pleurs, c'est vraiment invisible, la piqûre peut être infiniment petite, donc vraiment à alerter. On ne la voit pas, la piqûre, parce que... Le dard. Il a il pique par, là, vous l'avez appelé le dard, il a une poche à venin qu'on appelle le telson, c'est le dernier là. Oui. Donc la piqûre ne se voit pas. C'est pas comme les morsures de serpent, vous avez une auréole, on voit la trace. Le scorpion, il n'y a pas de piqûre. Mais la douleur est là. Toutes les piqûres sont douloureuses, mais ça ne veut pas dire qu'il a injecté le venin. Même s'il n'injecte pas de venin, c'est douloureux parce qu'il y a des enzymes. Donc la douleur est là. Le fait d'avoir une douleur lors d'une piqûre, c'est à 100%, c'est une piqûre de scorpion, y compris pour un adulte. Voilà, on voit aussi différentes espèces de scorpions, donc selon les régions et surtout les espèces, il y a donc des couleurs qui diffèrent. Il y a le scorpion noir, il y a le scorpion comme ça de couleur assez claire, et là le plus clair, le jaune. C'est le jaune paille. C'est pas une question de couleur. C'est des espèces. C'est des espèces. L'Androctonus australis, il est reconnu comment? Lorsque vous prenez la queue, les anneaux
au niveau de la queue. Le 4e anneau, avant la poche à venin, Oui, il est carré. d'accord. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Il est plus large, il est carré. Et là, vous êtes en face de l'espèce tueuse, La plus dangereuse. la plus dangereuse. Voilà, Ça n'a rien à voir avec la couleur, parce que la couleur, elle est fonction de l'écosystème. c'est ça. Si vous descendez au Gard, c'est un peu plus foncé. Il va du jaune paille jusqu'au noir, la même espèce. Vous regardez la queue, le 4e anneau, il est plus large, il est carré. Là, vous êtes en face de l'espèce dangereuse. Donc faites Voilà. très attention. En tout cas, après tous ces conseils que vous nous avez donnés, soyez donc prévenants et faites attention, bien sûr, où vous mettez les mains, où vous mettez les pieds, et surtout durant ces vacances, hein, parce que, bien entendu, même dans des régions où il y a donc de la végétation, ils peuvent se cacher aussi derrière les pierres, etc. C'est selon, bien sûr, les régions. Merci beaucoup, Merci. docteur. Je rappelle, Madame Farida Aliane, vous êtes donc médecin chargé du dossier envenimation scorpionique au ministère de la Santé. Merci. Bonne chance pour Merci. votre campagne. Merci. Et à très bientôt. Merci. Voilà. On va rester dans le domaine donc de la prévention, cette fois-ci avec ce reportage signé Laïla Ben Aïcha qui nous fait un gros plan sur l'organe de protection et de la promotion de l'enfance avec ce numéro vert 1111. On se retrouve juste après. Pour faire face aux situations d'atteinte aux droits de l'enfant, l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance a mis en place une cellule de dénonciation avec un numéro vert au service de l'enfant. Voilà, on pourra dire que le numéro vert, c'est un numéro vert gratuit. Et c'est conformément à la loi, à l'article numéro 19 du décret numéro 16-334 relative à l'organisation et la construction de l'organe national de la protection et la promotion de l'enfance. Ici, dans cette cellule de dénonciation, des centaines d'appels sont recueillis chaque jour et traités de manière à faciliter l'intervention sur le terrain. C'est là où on recueille un peu les appels des enfants en difficulté, mais aussi des adultes et toute personne qui peut être témoin de situations, bien sûr, de danger ou situations difficiles qu'ils peuvent vivre. Et je dirais que là, on accueille les informations directement de ces citoyens. Ces informations, bien sûr, seront traitées je dirais, c'est un travail, toute l'équipe qui sont là à présent, c'est des professionnels aussi qui accompagnent les personnes qui appellent, c'est des juristes, des psychologues, c'est des médecins qui ont la capacité et la formation pour pouvoir accueillir l'information, faire un traitement sur l'information elle-même afin de travailler un tout petit peu les demandes et les différentes situations d'enfants en danger. Mais à partir de là, on fait le lien avec tout le service et la direction de la protection de l'enfance afin de pouvoir trancher et voir quelles sont les modalités d'intervention pour pouvoir intervenir sur le terrain et puis retrouver ou aider l'enfant directement sur les lieux. Outre les appels du 1111, la cellule traite des dénonciations acheminées par d'autres voies. Et si on avance le numéro vert gratuit, le 1111, ce n'est qu'une modalité, un outil quand même qui facilite le premier contact. Mais je dirais, ça ne se limite pas à ça. Il y a le site web, bien sûr, de l'Organe national de la protection et promotion de l'enfance, là où il y a toutes les modalités sur le courrier électronique. Ils peuvent nous envoyer, bien sûr, les données, sachant bien que tous les données pourront rester dans l'anonymat. Ça veut dire que ça concerne des situations individuelles qui sont protégées, là où les professionnels peuvent intervenir par rapport à ces situations difficiles. Mais aussi, on a le courrier ordinaire, là où les gens peuvent envoyer des lettres avec des données, mais on peut en même temps recevoir les familles en détresse, recevoir les familles en difficulté. Le 1111, un numéro simple à retenir pour que tout enfant en situation difficile puisse faire entendre sa détresse et demander de l'aide.
retour de résistance. Allez, on va dire ça oui, voilà, plus on modestement va comme avec ça. Nos invités. On est en Plus. direct. Hein? Bonjour et bienvenue parmi nous. On va présenter aujourd'hui le réseau Wessila. Je vous l'ai annoncé en tout début d'émission. Un réseau qui se bat depuis déjà quelques années pour la protection de l'enfance et surtout protection de la femme d'abord. Eh bien, des efforts qui se sont conjugués depuis déjà les années 2000 et bien avant, avec le concours aussi donc des médecins professionnels qui ont donc décidé de mener un combat, surtout sur le terrain, et d'unir leurs efforts à travers des associations. Et le réseau est né comme ça. Alors avec nous, la présidente Wahiba Mamri, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. C'est nous qui vous remercions. Voilà, marhaba bik. Madame Fadela Chitour, bonjour. Enchantée de vous retrouver sur le plateau. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir en tout cas de vous faire face et de travailler côte à côte avec vous, puisque les médias aussi font un travail de sensibilisation avec les efforts que vous faites au niveau donc des associations. Vous êtes aussi membre du réseau Wessila, vice-présidente de ce réseau. Membre du réseau Wessila pour en cette période. On vous avait reçu plusieurs fois aussi pour dénoncer, pour sensibiliser et surtout informer les personnes qui voudraient donc faire partie et surtout aider ce réseau. Alors, c'est un réseau qui est, bien sûr, on va le présenter, mais surtout, rappeler qu'aujourd'hui, il y a aussi AVIF, réseau Wessila AVIF, qui est donc l'association contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Oui. Donc, depuis 2009, il est donc actif. Il est actif. Il y a une antériorité. L'AVIF est une association qui s'est mise en conformité avec la loi depuis la loi sur les associations depuis 2012. Et donc, depuis 2009 exactement, cette association a le nom de Association AVIF Réseau Wessila. Mais l'antériorité remonte aux années 2000. Et c'est en 2000 que le réseau Wessila a œuvré dans les années qui étaient beaucoup plus dures du point de vue environnemental. On va dire les choses comme ça. Et en 2000, c'était une cooptation de plusieurs associations qui ont formé le réseau Wessila. Et cette entraide et ces contacts qu'il y avait entre les différentes associations ont créé ce réseau Wessila. C'est en fait un réseau qui a permis de faire avancer les choses et d'aider les femmes en détresse. Alors, c'est vrai que c'était parti au début sur les femmes, mais on s'est très vite aperçu qu'on ne pouvait pas parler de la détresse des femmes ou de la femme en général sans parler des enfants. Ce n'était pas possible d'être dichotomique à ce point-là. Exactement. Alors, vous êtes toutes deux dans le secteur de la santé. C'est un hasard, mais en fait, un hasard qui fait bien les choses, puisque vous êtes consciente aussi des difficultés et surtout des cas qui arrivent au niveau des hôpitaux. Peut-être si la présidente acquiescera, j'espère, il y a deux raisons essentielles, je crois, pour que les médecins soient à l'avant-poste des violences contre les femmes et les enfants. D'abord parce que, prenons l'exemple du viol chez la femme ou des violences sexuelles, vous savez l'importance de la consultation médicale première. On considère que le certificat médical du médecin légiste est un acte qui permet, qui est l'introduction à une plainte et à une action judiciaire. Donc il est évident que, et pour les soins, quand hélas ce sont des violences physiques, et pour disons l'accompagnement des victimes, les professionnels de la santé, j'aimerais plutôt dire ça, pas seulement les médecins, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux, vraiment tous les professionnels de la santé sont en alerte en principe pour dépister où qu'ils soient les violences, je pense, contre les femmes et les enfants, dans les services de pédiatrie, voilà. Donc, c'est presque une évolution naturelle pour un médecin. Et ce que a rappelé la présidente, c'est que, en fait, nous avions été tellement dans le désarroi pour la prise en charge des victimes du terrorisme, car le réseau Wessila, au départ, beaucoup de jeunes médecins en particulier revenaient des gardes en étant dans l'effroi de ce qu'ils étaient obligés de constater. Et cette impression que nous avions tout à apprendre et pour accompagner les victimes nous a précipités dans cette action solidaire. Tout à fait. Il faut soigner physiquement, mais il faut soigner aussi mentalement. Voilà. Donc, c'est ce que vous faites énormément au sein du réseau. D'ailleurs, il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui travaille. Donc,
une cellule d'écoute, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui appeler, il y a un numéro auquel qu'on va essayer de donner en l'antenne. Oui, bien sûr, allez-y. Si de mémoire, c'est le 05 60 105 100. Ça, 105. Et le deuxième numéro est un fixe qui est également Fadela, tu vas le donner. Voilà, 021 33 29 29. Et effectivement, ce centre d'écoute a l'avantage de fonctionner toute la semaine, du dimanche au jeudi, de 9h à 17h. Et il y a 2 écoutantes, c'est ça, et qui prennent en charge déjà la détresse donc de la personne qui appelle, qui est au bout du fil. C'est un appel tout à fait anonyme et qui gratuit, permet justement de soulager cette détresse donc de la personne et qui va pouvoir l'orienter. C'est ça. Et l'orientation première, ce qu'il y a d'intéressant dans notre fonctionnement, c'est que nous avons une unité de lieu au village d'enfants de Draria, et l'occasion de remercier le représentant de SOS et son équipe, parce que c'est un hébergement depuis qu'on existe pratiquement, un hébergement gracieux, bénévole. Et donc, ce qu'il y a de bien, vous parliez d'orientation, c'est très intéressant. Les écoutantes, quand elles estiment que la personne qui est en situation nécessite un approfondissement et un accompagnement plus direct, la personne est orientée tout de suite vers les permanences qui, elles, ont lieu 2 fois par semaine l'après-midi et qui sont dirigées, on va dire, par un binôme, par 2 personnes, 2 bénévoles qui écoutent autant qu'elles veulent les victimes. Donc cette espèce de passerelle. Parce que justement, quelquefois, ces victimes sont menacées de mort, elles risquent leur vie, donc il faut absolument faire très attention. Il y a des urgences, bien entendu. Tout à fait. Alors ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la femme, parce que le réseau SILA a très souvent traité de la femme, l'urgence bien sûr, et surtout des violences faites aux femmes, mais aujourd'hui, de plus en plus, on parle des violences faites aux enfants. Alors ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette rencontre qui aura lieu donc samedi 30 juin, au niveau donc de l'Institut national de santé publique. C'est la journée d'études surtout faite donc pour la violence faite aux enfants, c'est cela? Absolument. Le mois de juin est le mois qui est consacré dans le monde entier à l'enfance. Et nous, en tant qu'association qui se penchant sur ce côté, c'est-à-dire les enfants et la violence, nous avons donc fait cette journée qui va être faite le 30 juin, samedi, à l'INSP. Et nous remercions à l'occasion le directeur de l'INSP qui a bien voulu nous donner les locaux pour pouvoir faire cette journée. Et donc cette journée, ça va être une journée où on va parler de notre concret. C'est-à-dire que la première moitié de la journée, nous allons consacrer à des cas que nous avons reçus, donc concrètement. Parce que c'est vrai, quand on parle de victimes, de violence, ça peut être abstrait. On reconnaît l'horreur derrière, on sent qu'il y a une horreur, mais c'est quand même, ça reste de l'abstrait. Voilà, c'est insidieux en plus la violence. Alors il y a toute violence, puis quelle violence? Quand on parle de violence, c'est un fourre-tout. Et la petite violence, c'est jusqu'à la violence énorme, abjecte, sexuelle. Donc vous avez un panel de violences, et nous, à travers cette journée, nous allons parler des cas pour lesquels que les enfants ont été confrontés, bien entendu. Mais nous avons été, à moindre degré bien sûr, mais aussi intense, confrontés. Parce que s'ils sont confrontés à ce genre de violence, on va présenter 4 cas. Les cas de la violence multiple, les cas de la violence sexuelle, les violences au niveau de la famille et les violences scolaires. Et nous sommes loin de faire le panel. Mais ces 4 questions, nous tournons des cas précis. Ce sont des cas, bien entendu, anonymes, confrontés la réalité du terrain pour l'enfant victime, pour la famille accompagnatrice. Très souvent, c'est l'un des 2 parents qui est beaucoup plus violent. On ne parle pas de la violence, mais on parle parce qu'il y a d'autres cas. Je ne voudrais pas personnaliser effectivement justement une personne. Là, on est simplement dans l'information. Donc, dans ces 4 cas qui vont faire un petit panel de ce qui existe dans la violence, on va parler également de notre façon à nous. Pas de voir les choses, d'essayer, il faut être modeste, d'essayer de prendre en charge, il faut être très modeste, parce que s'il y avait une conduite à tenir, ça se saurait. S'il y avait une conduite à tenir vraiment universelle, voire algérienne, ça se saurait, on n'aurait qu'à appliquer. Ce n'est pas aussi facile que ça. Alors, pas du tout. On invente pas chaque du fois. De libérer les paroles déjà, Voilà. parce que donc, voilà, les on va enfants, peut-être
Voilà, c'est vraiment donc des enfants très sensibles, donc ils ne sont pas forcément informés, donc ils ne vont pas dire ce qui a été donc fait sur leur corps, sur la violence verbale, etc. Vous parlez de quelque chose d'important, c'est que le silence des familles, de la société, de l'école, est un, comment dire, renforce l'agresseur. Et ce qu'on apprend déjà... Les non-dits aussi. Les non-dits. Ce que l'on apprend déjà à l'enfant, c'est de sortir de cet isolement qui le terrasse et de parler. Et ce que notre expérience nous a appris, puisque, comme a dit Madame Mamry, c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire, d'illustrer, c'est ce que nous vivons sur le terrain. Ce que l'expérience nous a appris, c'est à quel point il faut libérer, bien sûr, la parole de l'enfant, lui faire confiance et donner du crédit à ce qu'il dit. Ça, et libérer aussi la parole des adultes. Voilà, c'est la première étape. Voilà. Les adultes cachent pour éviter, bien sûr, la honte, pour éviter les scandales. Mais bien sûr, et comme je le disais, c'est le silence, la conspiration. Aussi. Alors, on dit quelquefois conspiration du silence. Oui. Il y a aussi une expression de sociologue qui parle de conspiration des oreilles bouchées. Oui. C'est encore plus trivial comme expression, mais ça dit bien ce que ça veut dire, et qui donc, encore une fois, renforce et conforte l'agresseur à continuer. Et Madame Mamry a très bien dit que nous avons tiré des situations qui nous ont, en général, posé des difficultés. Et aussi, ce qui a été choisi, ce sont des situations qui reflètent les dysfonctionnements. Aussi bien de toutes les institutions, à commencer par la famille, qui tait les choses et qui, en fait, n'accomplit pas son devoir de protection vis-à-vis de l'enfant. C'est la même chose dans le milieu scolaire, puisque les enseignants et les psychologues scolaires, les médecins de l'hygiène scolaire, tous ces professionnels devraient être sensibilisés et très attentifs à dépister les signes d'alerte. Quand il y a une violence en général, que tout le monde constate, c'est un changement brutal du comportement de l'enfant. Donc, cela doit être constaté et par la famille et par l'école. Ne parlons pas aussi de l'espace public et des violences. La violence existe un petit peu partout, dans la rue, à l'école, vous le disiez, au sein même de la famille, avec bien sûr les camarades, les harcèlements, donc au niveau donc, de l'école, avec ses petits-enfants, les petits camarades, et donc les enfants ne savent pas qu'ils peuvent parler, qu'ils peuvent expliquer et qu'ils peuvent libérer leurs paroles. Et quand on parlait de dysfonctionnement, c'est aussi le dysfonctionnement des services médicaux. Souvent les certificats de médecine légale sont tout à fait à revoir et non... non utilisables, presque, on pourrait dire, par la justice, les dysfonctionnements de la justice. Donc, bien que les lois sont claires, quand même, pour ce qui est donc de la protection de la femme, la loi. Et surtout, c'est vrai qu'il y a eu de grands progrès, il faut le reconnaître. Des textes de loi. Les textes de loi, et surtout la dernière loi de la 15-12, la loi 15-12, il y a pas plus de... Il y a 150 articles avec 6 grands chapitres. Donc ce cas-là a été bien penché dans la justice. Il est bien pris en charge, il est bien connu. Le problème que nous allons poser, justement le journée, ce sont les problèmes de terrain. La justice, elle existe. On ne demande pas plus que la loi, mais il faut qu'elle soit appliquée et qu'elle soit applicable. Si la personne qui vient porter plainte, et on parle de moralisation, on lui attribue de la moralisation comme verdict sur le moment où elle va porter plainte. Ça démoralise beaucoup de personnes. Quand on ne sait pas où aller, et quand il n'y a pas de preuve, quand le témoin et lui-même devient... Et en fait, cette justice fait que pour avoir les preuves, tant qu'on n'apporte pas la preuve, on est presque coupable. Et donc, de victime passer à coupable, c'est déjà tellement dur d'être victime. On est stigmatisé, d'autant plus. On est stigmatisé. Donc, ça se fait qu'il y a peut-être une mentalité, peut-être une loi qui doit être un peu plus dure, peut-être, je ne dirais pas permissive, parce que la loi, elle existe. Il y a certainement des choses à revoir. Les handicapés ne sont pas pris complètement en charge dans cette loi-là.
il y a des petites imperfections, mais une loi, elle est toujours faite pour s'améliorer. Voilà. Mais que ce qui existe déjà doit être appliqué. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas tout le temps. Elle ne l'est Heureusement pas qu'il y a donc régulièrement. ce réseau donc d'associations qui travaillent sur le terrain, qui dénoncent. Aujourd'hui, il y a aussi Oui, le réseau le réseau NADA NADA, qui travaille bien sûr, énormément, oui. qui travaille, qui est sur le terrain avec Bien des sûr, équipes aussi pluridisciplinaires, Ils s'occupent que des enfants. s'occupent Oui, uniquement ils- que des enfants. que des enfants, Donc, il y a bien sûr. l'organe aussi, donc, SOS, village l'Observatoire d'enfants. de la femme et de la Voilà, de il y a l'enfant. quand même cette création de l'observatoire. Mais comme le disait Madame Mamry, c'est pas au niveau des textes que nous avons tellement de revendications, c'est dans leur application. On va peut-être juste pour éclairer le public, nous prenons l'exemple des violences sexuelles, surtout quand le délicat problème de l'inceste, quand les violences sexuelles ont lieu dans le la cadre famille. familial. Il faut savoir que quand bien même la mère est attentive et veut protéger son enfant et le dénonce, souvent, quand les parents sont séparés et que les drames se passent, par exemple, hélas, on l'a vécu pendant le droit de visite, savez-vous que les deux affaires, celle qui concerne la non-présentation de l'enfant par l'enfant et l'affaire de violences sexuelles supposées, sont complètement séparées et traitées de manière distincte. De sorte que la mère, il nous est arrivé d'avoir ces situations, la mère peut être même condamnée. Et même pour l'une d'elles, j'ai un souvenir à la prison ferme, parce qu'elle n'a pas présenté à l'enfant, elle a tellement peur à la garde. Donc, on a les textes de loi, mais comment se fait-il? Une de nos revendications, c'est que quand il y a une suspicion Voilà, de violence sexuelle, surtout dans le cadre familial et dans le cadre précis de l'inceste, on demande qu'il y ait suspension, même du droit, jusqu'à ce que l'enquête ait fini de se dérouler et qu'on puisse trancher sur la culpabilité ou pas. Vous voyez par exemple les aberrations et les anomalies concrètes que vous retrouvez voilà, sur le terrain. Sur C'est le vrai que terrain. l'application, les textes sont là, mais l'application reste peut-être difficilement applicable. Et les sanctions, voilà. Et puisqu'on parle un petit peu plus de l'inceste, c'est extrêmement rare quand la culpabilité ayant été retenue, il y ait condamnation et une condamnation à la mesure de l'acte. Beaucoup de pères ont été relaxés, parce qu'en général c'est ça le drame, et beaucoup ou des peines de prison tout à fait minimes. Et si vous voulez, ça, comme l'a dit Madame Mamry, ça dissuade les autres victimes potentielles. Ça fait perdre confiance dans la justice, et donc les personnes se disent mais à quoi bon autant recouvrir encore une impunité totale, bien sûr. Voilà, qui conforte l'agresseur. Donc c'est la dissuasion intégrée des victimes. C'est ça. C'est très important, parce que ces victimes-là vont être plus tard, probablement, si c'est pas bien pris en charge eux-mêmes, d'autres, des agresseurs par la suite. On a vu beaucoup de cas comme ça se répéter. C'est connu, c'est reconnu. Un enfant, déjà, il faut qu'il a des signes d'alerte. Et nous avons fait des livres. Je les avais ramenés avec moi sur l'enfance, sur les réflexions. Alors nous avons les violences sexuelles sur enfants. On va les montrer, voilà, ça c'est... Nous avons délivré actes aux abus sexuels, et puis nous avons un conte pour enfants, parce que l'enfant, il faut l'écouter, il faut l'entendre. Et il a des petits messages, il a des signes qu'il envoie. Et on n'est pas habitué à entendre la détresse d'un enfant, parce que pour nous, un enfant, il n'y a rien de plus sacré. Et un enfant, en général, n'est pas maltraité. Et très souvent, même dans les familles, quand ça se passe, parfois, dans la famille même, on ferme les yeux. On ferme les yeux, on ne voit pas, même si on le ressent.
Alors ça, vous parlez beaucoup d'agressions sexuelles, mais c'est vrai, oui, c'est c'est les plus vrai. graves, Non. mais Non, les non, non, pas agressions du tout, pas du verbales, tout. la violence, Mais bien au sein de la entendu. famille, Non, c'est pour ça que sûr. j'ai commencé. C'est traumatisant. pour ça que j'ai commencé Voilà, quand elle j'ai a- dit, je vous avais dit qu'il y avait toutes les violences et que c'est peut-être que la plus abjecte dans le mental, c'est celle qui est sexuelle, mais toutes les abjugations doivent être prises en compte et même les petites qui sont infimes, qui sont minimes, qui sont Violence insidieuses, psychologique. qui sont dans l'ordre public ou qui sont dans l'école, qui sont dans la rue. Toutes ces violences doivent être prises en charge. Il n'y a pas de hiérarchisation Dans la violence. dans la violence. C'est vrai que ces quelques années, on parle beaucoup de violence. Il y a eu des campagnes, il y a eu des médiatisations au niveau donc du ministère de la Communication, ministère de l'Intérieur, qui a donc carrément, avec les journées mondiales de la violence faite aux femmes, aujourd'hui L'UNICEF a fait des campagnes de c'est sensibilisation. vraiment impliqué. Bien sûr. Voilà, Mais il pour faut ce qui est savoir donc de la également que médiatisation. même quand on veut aider ses enfants, on n'a pas toujours les outils, les Bien sûr. moyens, et on n'est pas aidé. Et ça, à tous les niveaux. Hein. On ne demande pas de l'aide, on simplement une reconnaissance de la loi et la reconnaissance de la victime au niveau de l'enfant. Et pour revenir à ce que vous avez dit, j'ai pas répondu, vous avez tout à fait raison. Un enfant violenté, un enfant qui reste sous silence avec sa violence, à l'âge adulte, il reproduit très souvent la même violence. Voilà, ça sera un futur prédateur lui-même à sa Oui, façon. ou prédateur, pas toujours, Oui, mais, pas il, toujours, pas heureusement, toujours. d'ailleurs. Il Au reproduira contraire, en tout cas, une violence. il y a toujours une trace, il y a toujours des séquelles, et ça modifie la personnalité, la sexualité future. Donc, c'est vrai. Et ça, Alors ça que- entache aussi la société. Bien sûr. Alors que ce qui est connu, et ce sont des études scientifiques qui ont été faites, s'il est pris en charge précocement, de manière adaptée, on peut complètement obtenir ce qu'on appelle la résilience et finalement le fait que ça va être un individu tout à fait normal. Alors ce que je veux, puisque vous avez invité des médecins, ce que je voudrais peut-être ajouter et pour renforcer ces arguments concernant les désastres que crée c'est que les études, vous savez qu'en ce moment, la neurobiologie, les neurosciences on font des progrès extraordinaires. Et ce que l'on a montré, c'est qu'il y a des modifications perceptibles sur les IRM lorsque les enfants subissent des violences. Autrement dit, un support et un fondement organique. Donc forcément, on comprend mieux toutes les séquelles qui sont et sur le corps physique, et c'est ce que je disais, toutes ces modifications, j'ai parlé seulement du comportement et du caractère, mais déjà au niveau de la santé. Et c'est pas par hasard qu'on considère que la violence contre les femmes et contre les enfants est un problème de santé publique. Tout à fait. Je me rappelle la fois où vous étiez venu parler aussi de la santé, donc de la femme. Voilà, La santé c'était féminine. ça. C'était aussi un long chapitre qu'on pourrait aussi Bien développer dans notre émission. En tout cas, merci Voilà. beaucoup, mesdames, d'être venues. On rappelle juste l'événement. Ça sera donc ce samedi au niveau donc de l'Institut national de santé publique. Cette journée d'études donc consacrée à la violence faite aux enfants qui va s'articuler Sur des cas, oui, mais il n'y a pas que des Il n'y cas. a pas que ça. Il y aura Voilà. énormément de communication par de la médecine, par des psychologues, par des juristes, par des avocates. Donc, et donc, il y aura tout un panel. En plus des cas qui seront concrets, il y aura quand même des interventions qui seront à tous les niveaux, la sécurité, etc. la DGSN aussi qui fait un Absolument. énorme travail, on Oui, le rappelle, absolument. C'est vrai. pour justement enquêter et bien entendu. Et on travaille beaucoup avec des commissaires de police, ça. souvent des femmes, Oui. de la région d'ailleurs, de la région de Draria. Ils sont en commun, en partenariat dans les campagnes de sensibilisation. Et c'est vrai, il faut quand même être positif. Dans notre questionnement, dans le titre de la journée, on a mis quelle prise en charge, quelle protection. Voilà. Donc, les enfants victimes de violences, quelle prise en charge et quelle protection. C'est ça la thématique. Ça va commencer à quelle heure? Alors 9h, 9h. oui, 9h, les conférences commencent et jusqu'à la clôture. Jusqu'à la clôture. Et En fin d'après-midi. puisque vous avez la gentillesse de nous inviter, qu'on a fait un livre aussi sur les violences et les médias,
merci parce que on a compris aussi à quel point le rôle des médias était essentiel pour changer dans la compréhension. Et les journalistes souvent ont une image. Ont une image de. Alors moi, je voudrais on aussi. termine avec ça parce qu'on a déjà. C'est les suicides. Moi, j'aurais voulu juste dire un mot sur l'auto-violence. Quand vous avez vu cette année en particulier, il y a eu. Écoutez, c'est notre émission, pourquoi pas, parce que quand on va commencer à parler vraiment en flash, simplement, il fallait savoir qu'il y a cette journée, qu'il y aura des cas qui vont être des vrais concrets, avec simplement pour alerter. Après le reste, on aura tout le temps peut-être d'en reparler et voir de. Très bien. Merci beaucoup d'être venue. Je rappelle, Madame Wahiba Mamri, vous êtes la présidente du réseau Essila, et Madame Fadela Chitour, vous êtes la vice-présidente du réseau Essila. Voilà. Et merci beaucoup, mesdames, d'être venues. J'avais abusé de mon gentillesse, est-ce qu'on peut réappeler, redonner les numéros de téléphone? Oui, bien sûr. Alors, le numéro, c'est le 021 33 29 29. N'oubliez pas, et on l'inscrira tout à l'heure. Et le portable 05 60 100 105. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci à vous. Restez avec nous. On va suivre ensemble ce reportage signé Majid Ben Qassi, qui nous fait découvrir, bien sûr, dans ce reportage, le lancement de la saison estivale. On se retrouve juste après. Considéré comme un secteur économique national prioritaire, le développement du tourisme connaît une véritable mue, avec notamment la détermination et la volonté du département à renforcer la capacité d'accueil, la promotion de la destination à Algérie et l'amélioration du service offert. Et ce ne sont guère les projets qui manquent dans ce secteur créateur d'emplois. Le premier responsable du secteur est venu booster à partir de la capitale déjeuner ce programme de modernisation qui tarde à démarrer. Un exemple, hier, la wilaya de Tizi Ouzou, où le nombre d'hôtels a atteint 45, dont une dizaine sont en rénovation. 6 relèvent du secteur public, à l'instar de l'hôtel Amrawa, l'El Khadija Teleguilef et autres. Tizi Ouzou a d'ailleurs été choisi pour le coup d'envoi de la saison estivale, à partir de la plage du Karoubier à Azfoud. L'État a mis les moyens matériels immenses pour le développement de ce secteur, pour le développement des infrastructures tout d'abord, pour le développement des infrastructures hôtelières, soit les anciens hôtels qui étaient des chefs-d'œuvre les années 80, 70 et 80, et aussi pour les réhabiliter et leur modernisation. Et aussi, nous avons facilité l'accès aux fonciers afin que les privés peuvent se permettre d'investir dans le secteur du tourisme. Et nous avons constaté que cette année, comme les années passées, nous allons recevoir une 60aine d'hôtels. Donc c'est une dynamique qui marche selon une stratégie, la stratégie tracée par son Excellence Président de la République. Une stratégie pour laquelle tout un dispositif est mis en branle pour garantir un véritable décollage du secteur. C'est une stratégie qui est basée sur plusieurs points. Le premier, c'est de faciliter l'accès aux fonciers. Deuxième point, c'est d'avoir la possibilité de donner de l'argent pour pouvoir réhabiliter les hôtels et les complexes touristiques qui sont là. Et nous sommes pleins dedans, nous sommes sur une lancée de non-retour. Et la troisième, c'est pour donner les crédits aux entreprises et aux investisseurs et donner toutes les facilités. Et nous avons constaté dans cette wilaya qu'il y a plein de particuliers qui sont en train de réaliser des hôtels, des appart-hôtels et différents genres d'hébergement pour que ça soit à la disposition de toutes les couches algériennes. La visite de Tizi Ouzou a été aussi l'occasion pour le ministre du Tourisme et de l'Artisanat de faire un clin d'œil au tourisme religieux et au secteur de l'artisanat, avec la visite d'un haut lieu de culte de Timizar et l'inauguration de la maison de l'artisanat de Tizi Ouzou, et de rendre aussi un hommage au chantre de la chanson kabyle Matou Blounès, assassiné il y a tout juste 20 ans, en inaugurant une stèle à sa mémoire. Voilà, et nous allons parler aussi donc d'autres secteurs et surtout le secteur de la culture qui aujourd'hui va aussi rendre aussi hommage à ceux qui aiment donc la dictée et surtout ceux qui aiment bien sûr la littérature. Alors pour nous en parler, nous avons Abdelkader Djemha, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. C'est le même que vous êtes le directeur de la bibliothèque principale d'Alger. Oui. Et vous nous avez annoncé qu'il y allait avoir donc une autre édition donc de la dictée
activité qui va se dérouler ce samedi au Palais de la Culture. Inch'Allah, oui. Donc, permettez-moi d'abord de vous remercier encore pour cette occasion et cette opportunité d'expliquer ce que c'est que cet événement. Nous avons constaté qu'il y avait une certaine régression dans le niveau de la maîtrise des règles et des techniques de l'orthographe, oui, que ce soit en langue arabe ou en langue française. Donc, on a estimé qu'il était peut-être opportun d'organiser une sorte de concours de dictée. C'est ce que nous avons fait. La première étape, ça s'est déroulé le 12 mai passé. Donc c'était essentiellement destiné aux élèves, aux écoliers de tous les niveaux, le primaire, le moyen et le secondaire. Nous avons organisé ça en collaboration avec une vingtaine d'établissements sur le territoire national. Non, sur Alger, uniquement sur Alger. Donc il y avait des bibliothèques, des centres culturels, des salles de lecture. On a organisé ça, comme je vous l'ai dit, le 20. On a eu une participation assez appréciable. Il y a eu à peu près 2700-2800 participants. Il y a eu un engouement, en fait, les gens et les participants ont voulu évaluer leurs compétences. Oui, on s'est même un petit peu étonné du nombre. On ne s'attendait pas à ce nombre, vu que ça n'a pas été médiatisé. Ça s'est passé uniquement, c'était des contacts avec des établissements scolaires et tout. Donc il y a eu un véritable engouement. Et les gens étaient là. Il y a eu même des gens qui n'étaient pas concernés par les règles et la tranche d'âge qu'on a désignée, parce que nous on a essentiellement ciblé les classes qui n'étaient pas touchées par des examens de fin d'année. C'est ça. Donc pour le primaire, c'était les 3e, 4e année. Pour le moyen, c'était 1re, 2e et 3e année. Et pour le secondaire, c'était les 1re et 2e année. Mais il y a eu des gens, il y a eu des enfants, des élèves qui ont voulu participer. Après ça, bien sûr, il y a eu une correction des copies et tout. On a pu avoir à peu près... disons 1002. Oui, c'était très comment dirais-je, différent, on va dire, peut-être au niveau donc des là, je voulais dire le contraire, c'était très proche. Donc le niveau était assez standard, assez moyen. Bon, c'est la grande difficulté qu'on a constatée, c'était en langue française. Il y a eu un grand décalage entre le niveau en langue arabe et le niveau en langue française. On aurait voulu même organiser ça pour la langue tamazight, mais c'était pas possible par rapport à des conditions logistiques, disons. Donc on a pu choisir, j'ose dire, à peu près 1100 gagnants, 1100 qui ont eu une moyenne assez élevée. Et nous allons organiser ce qu'on a appelé une finale le 30 de ce mois. Donc, ça sera le samedi au niveau du Palais de la Culture. Voilà. Encore une fois, il y aura donc des catégories. Oui. Et donc, c'est pourquoi vous êtes là ce matin pour nous annoncer bien un sûr. petit peu qui pourrait participer. Qui pourrait participer. Bien sûr, il y aura les élèves qui ont déjà participé, qui ont été choisis. Et on a vu qu'il était préférable, qu'il était souhaitable d'ouvrir le concours, l'activité, à une certaine catégorie de gens qu'on a appelé des candidats libres, comme ça. Pourquoi pas les seniors? Oui, c'est destiné beaucoup plus à cette catégorie de gens, aux gens qui travaillent, aux retraités, aux employés, aux gens qui pensent être intéressés ou là, qui peuvent être intéressés par évaluer leur niveau. Donc actuellement, au niveau des bibliothèques, des centres culturels qui ont participé avec nous à la première étape, on a ouvert une opération d'inscription, si je puis dire. Et on a eu un écho quand même assez intéressant. Donc on a à peu près jusqu'à présent 150 à 200 inscrits de cette catégorie senior, comme vous l'avez appelé. Et je profite de cette occasion pour lancer un nouvel appel, pour lancer une invitation ouverte à tous les gens qui veulent participer. Donc, ça sera le samedi 30 au niveau du Palais de la Culture.
ils peuvent à partir de 9h, 9h30, donc ils peuvent se présenter, ils seront les bienvenus. La dictée, elle est dans les deux langues, bien sûr, en langue arabe et en langue française. Et ça commence, l'examen commence à quelle heure en principe? En principe, bon, dès l'arrivée de tout le monde, dès l'installation des participants, donc je dirais c'est 9h30, 10h. Ça ne va pas durer trop longtemps parce qu'on a choisi des textes assez courts pour ne pas avoir des problèmes par la suite au niveau de correction bien sûr, et tout, du parce monde, que bien sûr. oui, parce que c'est des volontaires. On travaille avec des enseignants, des inspecteurs de l'enseignement. Ils sont là, je tiens à les remercier d'abord. Ils sont là à titre volontaire, donc on ne tient pas trop les charger avec des textes trop lents. Ouais. Voilà, et il y a aussi une autre catégorie qui participera, ce sont donc les enfants. Oui. Vous leur avez aussi consacré aussi une catégorie. Oui, ça a été, l'idée a été lancée essentiellement pour les enfants. Donc les écoliers de différents âges, de différentes sections, oui. Essentiellement, on a des élèves du primaire. Alors, sur les 1100 participants, ceux qui vont être présents le samedi, Inch'Allah, la majorité, je dirais 700, à peu près 750, c'est des élèves du primaire. Troisième, quatrième année, même il y en a quelques-uns de la 5e et la 2e année, mais essentiellement 3e et 4e année. Les élèves du moyen sont un peu moins nombreux, sont de l'ordre de 250 à peu près, et les élèves, les lycéens sont les moins nombreux, c'est à peu près 150 participants. C'est en fait une dictée assez libre, c'est pour justement profiter de leur journée de vacances et en même temps pour évaluer un petit peu leurs connaissances et leurs compétences. Oui, bien sûr, comme je l'ai dit au début, c'est assez ludique, on a tout à y gagner et donc rien à perdre. Certainement. C'est pas un examen officiel. Non, c'est pas un examen officiel. Ce qu'on voudrait, c'est contribuer à l'évaluation, à élever, je dirais, un petit peu le niveau de la dictée, et en même temps créer une sorte d'activité de masse. Parce que généralement, quand on a une activité culturelle de cet ordre-là, elle est plus ou moins élitiste, il n'y a pas une très très grande participation. La dictée, c'est assez libre, c'est assez facile. Donc, on voudrait avoir une participation de masse. Il y a quand même 1500 participants, c'est assez nombreux. Donc, on espère que ça va... Imaginez si vous conviez tout le territoire national aussi à une dictée. Oui, on l'espère bien. Ça serait vraiment formidable d'avoir un concours national de dictée. Ça serait vraiment une très très bonne chose. Une belle initiative en tout cas, qui a pris effet déjà une première édition. Non, c'est pas la première édition, c'est la première phase qui s'est déroulée le 12 mai, mais c'est la première édition, c'est l'édition 2018. Donc on compte bien refaire ça, Inch'Allah, l'année prochaine, et on compte élargir bien sûr le champ à d'autres participants, essentiellement des enfants et même les seniors quand vous les avez qualifiés. Et on compte avoir un peu plus, je dirais, d'aide de partenaires. J'allais dire qu'on a sollicité pas mal d'entreprises, d'établissements, et on a eu pas mal d'aides quand même. C'est des établissements publics, enfin des entreprises publiques et des entreprises privées. Qui vous accompagnent sur cette Qui nous accompagnent, oui. Et je tiens aussi à souligner le soutien de M. le ministre de la Culture, l'événement va se dérouler sous son haut patronage. Et je dirais qu'on considère que c'est assez réussi pour une première édition. Bravo en tout cas à vous. Merci. Et puis on vous suivra, Inch'Allah, samedi. Et on aura peut-être les lauréats, pourquoi pas, pour parler un petit peu de cette performance de la dictée. Vous avez parlé des lauréats. On compte organiser une cérémonie, une réception pour la remise des prix aux lauréats. Ce sera pour le 12 juillet, Inch'Allah. Ce sera toujours au niveau du Palais de la Culture. On espère ou on estime avoir à peu près
150 gagnants entre parenthèses. Inch'Allah. En tout cas, pour le 5 juillet aussi, vous vouliez donc dire un mot pour... Oui, pour le 5 juillet, nous, on est une bibliothèque principale. Bon, j'explique en 2 mots si c'est possible, parce que c'est qu'une bibliothèque principale, parce que je sais que c'est pas très très connu. C'est des établissements qui dépendent du ministère de la Culture. On a à raison d'une bibliothèque principale au niveau de chaque wilaya. Actuellement, sur le territoire, on en a à peu près 45 ou 46, je ne sais pas le nombre exact. Celle de la wilaya d'Alger est l'une des derniers nés de ce réseau de bibliothèques principales. On a la mission d'une bibliothèque, ce qui est tout à fait normal. On a la mission de coordonner le réseau de bibliothèques et de lecture publique au niveau de la wilaya. Et on a la mission d'animer, de créer, de gérer, de faire des activités autour du livre et de la lecture publique. C'est très bien. Donc, on est en train d'activer, comme je vous ai dit, celle d'Alger, la bibliothèque principale d'Alger vient d'être fonctionnelle. On va dire. Oui, elle existe juste uniquement depuis 2017, février 2017. Donc, on essaie de travailler. Pour le 5 juillet, on va organiser une cérémonie de remise des prix pour les élèves de la 5e année. Donc, on a à peu près 150 élèves pour les encourager avec la collaboration. Aimer déjà le livre et venir consulter de plus souvent au niveau des bibliothèques. Pourquoi pas. Oui, ça se passe quand même assez bien sur ce niveau-là. Et on compte les encourager, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, bravo à vous. Et puis, bonne chance pour cet événement. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour d'autres événements que vous allez créer, puisque c'est une jeune bibliothèque qui ne fait que donc se déployer à travers des activités et des événements culturels. Donc tant mieux et bonne chance surtout. Merci, et je tiens, si vous permettez encore une fois, à rappeler que c'est une invitation ouverte à tous les gens qui veulent participer à cet événement. Ça sera le samedi 30 au niveau du Palais de la Culture à partir de 9h30. Merci encore une fois. Merci à vous. Je rappelle, Monsieur Abdelkader Djouma, vous êtes directeur de la bibliothèque principale d'Alger. Bonne chance pour la journée de la dictée et puis à très bientôt. Inch'Allah. On va tout de suite vous emmener direction la danse, et cette fois-ci avec le ballet de Sidi Bel Abbès, une formation qui est à sa 5e génération. C'est un reportage de Naïma Loualish. Créé dans les années 60, le ballet de Sidi Bel Abbès continue de s'épanouir au gré des rencontres locales et internationales. Et puisque la formation puise dans le répertoire de toutes les régions d'Algérie, alors hommes et femmes exécutent des chorégraphies si différentes et si parlantes. Pour apprendre une danse, par exemple comme le SAF, ça fait 1 an, j'ai passé à l'école de danse. Après, je suis arrivée jusqu'à là. la danse. C'est facile pour moi, c'était facile pour moi. J'ai vu pour la première fois ce ballet de Bel Abbès dans un festival national et ça m'a vraiment plu, cette danse de mes aïeux. J'ai donc voulu l'appréhender davantage, notamment le patrimoine de notre pays. La danse est très importante pour moi. À travers elle, j'ai appris énormément de choses, notamment l'histoire de l'Algérie, ainsi que pas mal de chorégraphies et son sens. Le ballet de Bel Abbès, qui existe depuis 5 générations, maîtrise pas mal de chorégraphies du terroir, à commencer par le saf, l'aloui, le targhi, le kabyle et bien d'autres danses. Il arrive même à ce que le ballet dépasse la danse pour exécuter de brèves scènes de vie, comme dans les arts picturaux, avec bien sûr costumes de circonstance, tambours et casbah pour l'orchestre. Je travaille d'abord à fraterniser entre les groupes bien avant l'apprentissage de la danse. Les nouveaux ne montent jamais sur scène. Ils sont d'abord spectateurs pendant 2 ou 3 mois, puis après la formation que je prodigue. On essaie de préserver cette danse à travers les danses comme l'Aoui l'a dit mon copain. L'Aoui, c'est une danse
qui symbolise l'endurance, qui symbolise l'attachement à la terre, parce que quand on danse sur la danse alaoui, on frappe avec les pieds, c'est-à-dire c'est l'attachement de la terre. Le fellah, il est toujours attaché à sa terre, ou qu'il avec les cannes. Les cannes, ça veut dire les luttes, la lutte qui a été dans l'histoire de l'Algérie. En plus de représenter pas mal de danses propres à nos régions, le ballet de Sidi Bel Abbès exprime toute la richesse et la diversité d'un pays où la danse est un mode d'expression qui n'est pas comme les autres, puisque hautement festif et expressif. Voilà, de retour sur le plateau. Et là, nous allons parler de danse également avec notre invité. Il s'agit de Hadj Cherif Sayah. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes organisateur d'un spectacle, en fait, on va en parler dans un moment. Et bien sûr, avec nous, Lilia Benassar. Bonjour Lilia. Bonjour Amel, très bon réveil à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien, vous êtes prête pour l'agenda culturel? Toujours. Comme toujours. Dans un moment, on va en parler avec vous. Mais avant, ça fait partie aussi de l'événement culturel et surtout que vous allez prendre note, sur lequel vous allez prendre note, surtout, ça va se dérouler donc le 2 juillet. Au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, c'est un battle, c'est ça? C'est un battle de danse, all style, freestyle. Il y aura tout genre de danse. Oui. Il y aura un battle et le gagnant il va représenter l'Algérie en septembre en France au battle international. Super. Donc, ça sera donc un concours où donc des jeunes qui vont venir de tout le territoire national vont participer. Oui, de tout le territoire national. On a invité 8 groupes. D'accord. Et 8 groupes, ils vont faire la présélection le 1er juillet au Palais de la Culture aussi. Très bien. Alors, bien entendu, il y aura des jurys, des membres du jury, nationaux, internationaux. Comment ça se passe? Il y aura des membres du jury internationaux qui font partie de l'événement international. Ils vont venir de France. Il y aura 2 jurys ici d'Alger. Ça sera Amin Boussa et Madame Amri, l'organisatrice de l'événement. Madame Amri qui n'a pas pu être là ce matin. Elle est très occupée, donc j'imagine que ça va être donc ces jeunes qui vont être évalués par ces professionnels donc de la danse, c'est cela? Oui, ils vont être jugés par le jury. Donc ils vont venir de France, ils ne connaissent pas les danseurs algériens. Ça sera neutre. On a invité 8 groupes de tous les territoires nationaux. Voilà, on a l'affiche par exemple de l'événement. Alors, l'affiche de l'événement, oui. Elle va se dérouler le 2 juillet au Palais de la Culture et à partir de 17h. Et ça, c'est les membres du jury. Ça sera Madame Amri, Djilali Keiz, Nassim Freestyle, Isra Kanon, Amin Boussa et Sadat. D'accord. Très bien. Alors, ces membres du jury vont être là. L'événement, ça va se dérouler donc au Palais de la Culture samedi. Ce sera à quelle heure? Le 2 juillet, pardon. Lundi. Le 2 juillet. Lundi à partir de 17h. De 17h. Et donc, ça va se dérouler où exactement? Au niveau donc, à l'auditorium Très bien. Du Palais de la Culture. Il y aura un show, il y aura un rappeur, il y aura ZK, il y a un show de l'Académie Art Profil. Oui. Et on invite toutes les gens de venir, de voir cette culture parce que... Alors, comment avez-vous fait justement pour inviter ces jeunes à venir participer à ce concours? Est-ce que les réseaux sociaux ont fait que vous ayez pu contacter tout ce monde? Il y a les réseaux sociaux et aussi on est suivi par tous les danseurs du territoire national. Très bien. Parce que chaque année on organise des qualifs ou bien des battles nationaux ou bien internationaux. Ouais. Oui, et puis bien entendu, ces jeunes vont évaluer leur performance. Ce sont donc des jeunes là, comme on est en train de les voir. L'année dernière, on a eu aussi à parler donc de ce genre de concours et de ce genre de performance qui plaît énormément aux jeunes. Aujourd'hui, c'est une danse de la rue en fait, hein, et ces jeunes l'ont appris, l'ont apprivoisé, et aujourd'hui, ça devient une danse internationale et ça devient bien sûr des concours qui sont gérés autour de cela. Autour de cela, on a même des danseurs internationaux, des danseurs algériens qui sont champions du monde dans la culture hip-hop. Ouais. Il y a freestyle. Il y a comme Lilo au breakdance, il y a Salas au Juste Debout, il a gagné 2 fois le Juste Debout, c'est un Algérien. Ce sera. Ces danseurs-là, c'est des
C'est des danseurs professionnels. Ils s'entraînent tous les jours, ils se donnent à fond pour cette culture. Et on organise pour eux, l'année, les événements, on organise 2 à 3 événements pour eux. Ils travaillent avec le ballet national, avec l'ONC. Et c'est beaucoup d'entraînement et beaucoup de travail pour arriver à ce niveau-là. C'est minimum 3 heures par jour. Minimum 3 heures par jour. Est-ce qu'aujourd'hui, les chorégraphes intègrent ce genre de danse et de chorégraphie dans leur spectacle? Bien sûr. De plus en plus. Ils intègrent dans leur spectacle, dans des clips. Oui. Les clips, dans les Jeux panafricains, ils vont faire de l'ouverture des Jeux panafricains. Il y a plus de 200 danseurs. Donc, des spectacles de performance, c'est beaucoup plus événementiel quand on invite ce genre de battle à se produire sur scène. Oui, beaucoup plus événementiel parce que cette culture, elle n'a pas beaucoup évolué en Algérie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très structurée peut-être. Elle n'est pas très structurée, elle est... Donc il faut qu'il y ait peut-être que d'autres chorégraphes et institutions s'intéressent de plus en plus. La première fois qu'on a vu ce genre de danse intégrer un ballet et un spectacle, c'était lors de l'année de l'Algérie en France, avec bien sûr la venue de chorégraphes algériens qui étaient venus pour rencontrer ces jeunes qui avaient découvert des véritables talents, qui les ont intégrés dans des spectacles chorégraphiques. C'était en 2004, je crois. C'était en 2003. En 2003-2004. Avec Nasser Abelaza, avec monsieur, j'arrive plus à me rappeler aussi d'autres noms donc de la chorégraphie. Moi, je me rappelle des compagnies. Monsieur Bouchlerem aussi. Oui, monsieur Bouchlerem. Oui. Il y avait Nasser Abelaza, monsieur Bouchlerem, il y avait. D'autres, il y avait Qad Al-Attou, il y avait. Il y avait aussi un certain Reda aussi, j'ai oublié son nom. Mais donc d'autres jeunes qui ont intégré ce genre de danse populaire, qui est donc une danse de la rue, qui a été donc travaillée parce que c'est très acrobatique. Oui, même les gens, comment dirais-je, même les danseurs quand ils arrivent dans un stade professionnel, ils partent en Europe pour travailler dans des compagnies. Est-ce que ça a été le cas? Parce que j'imagine que vous connaissez bien le domaine de la danse. Est-ce que vous aussi, vous en faites? Moi, j'ai jamais été danseur. Je suis organisateur depuis 2006. D'accord. Moi, j'aime cette culture. Je me suis incrusté, j'organise des événements. Voilà, mais vous connaissez bien le sujet. Je connais bien le sujet. Même les danseurs, ils connaissent bien. Ils me font confiance, ils travaillent avec moi, ils me suivent partout. On va continuer à en parler dans un moment. On va donner l'occasion à Lilia aussi de nous donner les rendez-vous à ne pas rater cette semaine et surtout ce week-end. Lilia, pour l'agenda culturel, bien sûr. Là, on commence toujours par la peinture, j'imagine. Oui, tout à fait. On a plein de rendez-vous à ne pas rater ce week-end et commencer par les expositions. Du côté de l'Institut Cervantes d'Alger, tout d'abord, une belle exposition intitulée Artisanat Touareg et Mzab se tient actuellement. Elle a pour objectif de mettre en avant les travaux artisanaux du sud algérien et ainsi faire découvrir ce savoir-faire transmis de génération en génération. Le musée du Beaux-Arts, quant à lui, accueille une belle exposition également en ce moment. Plusieurs artistes plasticiens, les œuvres de plusieurs artistes plasticiens et architectes sont visibles actuellement. Une exposition qui démontre la relation entre l'art et l'architecture à découvrir absolument du côté du musée des Beaux-Arts d'Alger. Théâtre, 4e art, et parler du festival du théâtre professionnel de la ville de Guelma qui se tient actuellement depuis lundi. 9 pièces théâtrales sont en compétition pour cette 11e édition du festival. Des pièces présentées par des coopératives ainsi que des associations activant dans l'Est et le centre du pays. Plusieurs artistes seront également honorés lors de cette manifestation qui se tient, rappelons-le, du côté de la ville de Guelma. Et puis, si vous êtes du côté de la ville de Tizi Ouzou, sachez que le salon de l'étudiant vous attend actuellement depuis le 26 juin. Le rendez-vous se poursuit jusqu'au 28, donc jusqu'à demain. Et ça se passe du côté de la bibliothèque principale de lecture publique de la ville. Un bel événement qui concerne les étudiants, surtout qu'avec le bac, c'est du passé, c'est vrai, mais tout est à venir pour les inscriptions universitaires. Voilà, donc prendre des informations, avoir des informations sur les
éventuelles inscriptions. Donc un salon qui peut vraiment intéresser les étudiants du côté de la ville de Tizi Ouzou. Et je pense que ça va venir du côté d'Alger ainsi que les autres villes juste après là. Sans doute. Voilà. Nous allons parler cinéma également. 7e art, plusieurs films sont projetés actuellement du côté de la salle Ibn Zaydoun et Ibn Khaldoun, et à l'exemple de Avengers Infinity War qui est en projection à la salle Ibn Zaydoun, notez bien, depuis le 26 juin. Donc ce soir, la projection est prévue à 15h, samedi pour la dernière et ultime projection à 18h. Et puis du côté de la salle Ibn Khaldoun, c'est les aventures de Pierre Lapin que vous pouvez découvrir en ce moment, ce soir à 14h et puis vendredi 29 à 15h, donc 2 projections cette semaine, et le week-end, un film qui intéressera sûrement les plus petits. Et pour finir, nous allons parler musique, plusieurs rendez-vous, plusieurs concerts à ne pas rater ce week-end, et commencer par Riles, rappeur, auteur, compositeur français d'origine algérienne, qui sera ce soir du côté du théâtre La Hadif Lissi. Jeudi fou qui attend bien sûr Riles ce soir. Oui, c'est la révélation. Puis le jeudi 28 juin, demain, un concert de polyphonie corse avec le trio Solé Donna du côté de la basilique de Notre-Dame. Un beau spectacle vous attend. Et pour finir, le jeudi, toujours du côté de théâtre La Hadif Lissi, une autre star. Vous pouvez retrouver une autre star. Il s'agit de l'artiste africain Tikenja Fakoli, donc qui sera sur la scène du théâtre La Hadif Lissi. Un rendez-vous à ne pas rater également. Voilà, Mel, pour les rendez-vous musicaux de ce week-end. Très bien, merci beaucoup. Et bien entendu, les 2 rendez-vous qu'il ne faudra pas aussi rater. Donc ça sera donc au Palais de la Culture avec bien sûr le battle de danse. Ça sera le 2 juillet. Et puis bien entendu aussi la dictée, la fameuse dictée qui sera organisée ce samedi à partir donc du Palais de la Culture à partir de 9h du matin. Ne ratez pas. Et bien entendu un autre rendez-vous encore plus, on va dire, plus sérieux, c'est-à-dire médical, etc. avec le réseau donc Wessila qui sera organisé le 30 juin, samedi 30 juin à partir de 9h du matin à l'Institut National de Santé Publique. Ça c'est plutôt donc côté scientifique, et bien sûr on va parler donc avec vous, on va terminer avec vous on revient sur cet événement, sur bien sûr le battle avec notre ami Habib qui est un ami commun, qui lui aussi est chorégraphe et qui a aussi un énorme talent dans le domaine de la danse, lui qui a aussi son mot à dire concernant bien sûr la danse. Oui, Habib Tata, il est bien connu. Salamou alayh, bien sûr. Salamou alayh, bien sûr, il est bien connu dans le domaine. Il est plus ancien que moi dans la chorégraphie. C'est le chorégraphe, officiel du Miss Maroc. Oui. Il ne faut pas oublier. Moi, je demande à Habib toujours des conseils parce qu'il est plus ancien que moi. Et on invite toutes les gens à venir voir cette culture le 2 juillet, Inch'Allah. À partir de 17h. Ça sera un battle, il faut venir supporter ces jeunes-là qui vont représenter l'Algérie en France au mois de septembre. Et je vous dis merci. Voilà. Et on remercie aussi Madame Amri parce qu'elle nous a suivis dans cette culture. Elle est plus branchée dans la danse contemporaine, classique et tout. Et elle nous a suivis. Elle soutient la danse hip-hop. Et bien sûr, les DJ qui vont être là pour accompagner ces artistes, ces performances bien sûr artistiques, parce que ce sont de véritables performances artistiques. C'est énormément de travail, de chorégraphie, de sport aussi. Ouais. C'est acrobatique. Il y aura un DJ international qui va venir. Oui. Il est d'origine algérienne, DJ Achille. Oui. Il va nous accompagner dans cet événement. Il nous soutient. Et on remercie toute l'équipe qui nous a fait confiance. Et voilà. Et voilà. Et bien entendu, quand on dit hip-hop et bien sûr le freestyle et tout, c'est tout un accompagnement physique parce qu'il y a aussi donc l'habillement et donc de la personne de ce danseur aussi qui va avec, qui doit accompagner absolument. Oui, bien sûr, il y a l'habillement de ce danseur. Ça va des baskets aux casquettes. Oui, des baskets aux casquettes, même à la coupe. Hein. Même à la coupe. Ouais. Et bien sûr, donc le lundi, on verra tout ça en image. Le lundi, on verra tout ça. Je ne peux pas expliquer ça. Plus de détails sur les habillements et tout. Parce qu'il y a même des danseurs hip-hop qui s'habillent normal. Ouais.
Et chacun son style, ils sont très connus. En tout cas, merci beaucoup à vous, Hadj Cherif Sayah. Je rappelle que vous êtes l'organisateur donc, de cet événement sur Alger. En tout cas, ce battle qui va se dérouler au Palais de la Culture à 17h, ça sera donc ce 2 juillet. Et bien entendu, les gagnants vont prendre donc leur passeport pour représenter l'Algérie, bien sûr, à ce battle international. International, Fusion Concept. Très bien. Freestyle. Merci beaucoup à vous. Merci. Et puis, bonne chance pour l'événement. On y sera, Inch'Allah, pour voir tout ça. Inch'Allah. Lilia, merci beaucoup à vous. C'est moi, Amel. Ce fut un plaisir. C'est le mec, donc à mercredi prochain. Oui, avec grand plaisir. Voilà, on continue bien sûr notre émission. C'est la fin, bien entendu. Mais nous, on continuera demain, bien sûr, avec à 8h du matin, avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie qui régulièrement nous accompagne pour parfaire cette émission. Merci à vous tous et puis à demain. Bonne journée. Au revoir.